Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Jean-Marie Bordry, Victor Lefebvre. Bonjour à tous et bienvenue dans la toute nouvelle émission de Sud Radio, l'affaire dans l'affaire. C'est une émission qui est réalisée en partenariat avec la revue Affaires criminelles de Max Kayes, le youtubeur spécialiste des vrais crimes, aux 2 millions d'abonnés sur la chaîne YouTube, sa chaîne YouTube. Chaque semaine, nous vous racontons sur Sud Radio une affaire qui nous a marqué et nous répondons aux questions qu'elle soulève. Et aujourd'hui, Dieu sait si l'affaire dont nous allons parler soulève des questions. Nous allons vous parler de l'affaire Godard. L'affaire Godard, souvenez-vous, c'est ce fait divers qui défrayait la chronique en 1999 dans le nord-ouest de la France. Une famille entière, le couple Yves et Marie-France et les 2 enfants Camille et Marius, âgés de 6 ans et 4 ans. Ce couple se volatilise soudainement. Un matin de septembre, le père de famille, médecin, acupuncteur, loue un voilier et part au large de Saint-Malo avec ses 2 enfants. Ils ne seront plus jamais revus vivants. 25 ans plus tard, le mystère reste entier. Les hypothèses les plus folles restent ouvertes. Alors pour en parler, nous serons accompagnés de Victor Lefebvre, journaliste enquêteur. Bonjour à vous, mon cher Victor. Nous sommes également en compagnie d'Adrien Pelletier, conseiller en communication, spécialiste de la veille média et des stratégies éditoriales. Bonjour à vous. Adrien, de quoi a-t-on parlé? Qu'a-t-on dit de cette affaire? C'est ce que vous nous expliquerez. Vous nous apporterez votre regard avisé. Tout à l'heure, nous serons aussi en direct sur Sud Radio avec Maître Jean de Mézérac, l'avocat de la famille de Marie-France Godard, l'épouse d'Yves Godard, disparue elle aussi. Nous serons aussi en direct avec Éric Lemasson. Il est grand reporter, documentariste et producteur. C'est l'auteur de ce livre, L'assassinat du docteur Godard. C'est publié aux éditions Les Arènes. Ça a été réédité en 2016. Mais alors tout de suite, si vous le voulez bien, commençons par les faits. Écoutons le récit de cette affaire hors norme. Victor Lefebvre, que s'est-il passé ce 1er septembre 1999? Comment peut-on perdre la trace d'un père de famille et de ses 2 enfants au large de Saint-Malo dans des conditions météorologiques favorables et par une mer d'huile? Pourquoi Yves Godard n'est-il pas revenu de son périple en mer le 5 septembre comme cela était initialement prévu? Victor Lefebvre. Bien, tout commence donc ce mercredi 1er septembre 1999. Nous sommes à quelques jours de la rentrée scolaire prévue le lundi suivant. La journée s'annonce belle à Saint-Malo, l'été indien rêvé pour la famille Godard, qui n'a pas quitté la petite commune de Tilly-sur-Seul dans le Calvados, dans laquelle il réside. Aux alentours de 11h du matin, Yves Godard, médecin généraliste et acupuncteur de 44 ans, quitte l'emplacement 79 du ponton E du port de plaisance de Saint-Malo. Il vient tout juste de régler la location d'un voilier, un Sun Odyssey 30 baptisé Nick. Avec Camille et Marius, ses 2 jeunes enfants âgés de 6 et 4 ans, il embarque sur ce bateau long de 9,74 m précisément. Le père de famille a prévu de longer la côte jusqu'à Perros-Guirec, dans les Côtes d'Armor. Retour prévu le dimanche 5 septembre, veille de rentrée scolaire. La petite croisière familiale au large de la Manche se déroule à merveille les premiers jours. Un homme parti pêcher le 2 septembre à l'anse de Bréhec, devant le petit port de Plouézec, près de Saint-Brieuc, assure être passé près du bateau du médecin et avoir vu les enfants qui riaient beaucoup. Le même jour, le Nick est contrôlé par la douane, non loin du cap Fréhel. 2 détails en apparence insignifiants intriguent toutefois les douaniers lors de leur contrôle de routine du voilier. Ils aperçoivent l'un des enfants assoupi dans le bateau et le voilier navigue au moteur alors que le vent souffle. Entre le 2 et le 5 septembre, le voilier est aperçu par différents témoins au large de Bréhec, non loin de l'île de Bréhat. Tous les témoins sont formels. À bord du voilier ne se trouve qu'un père de famille et ses 2 enfants. Nulle trace de Marie-France, l'épouse Godard, sur le bateau de location. Depuis quelques années, le couple traverse une forte période de turbulence. Marie-France, mère de 4 enfants, dont 2 d'un premier mariage, ne travaille pas. Tout juste s'occupe-t-elle de jouer les secrétaires occasionnels pour le cabinet de son mari, consignant scrupuleusement sur un petit carnet de notes les rendez-vous de la patientèle du docteur Godard. Elle se rend 2 fois par semaine chez son psychologue. Ce sont les seuls rendez-vous qui figurent véritablement à son agenda. En réalité, Marie-France Godard ne se l'avoue pas encore totalement, mais elle est de plus en plus attirée par son thérapeute dans un processus de transfert somme toute classique. Le mardi 31 août a lieu le dernier rendez-vous de Marie-France Godard avec son psychologue. 3 autres consultations sont prévues les 2, 8 et 10 septembre. L'épouse Godard ne s'y rendra jamais.
En fait, plus personne ne verra Marie-France Godard après ce 1er août 1999. Le dimanche 5 septembre, date du retour théorique de Yves Godard et de ses 2 enfants à Saint-Malo, l'affaire prend un premier tournant. La petite annexe pneumatique du voilier des Godard est repérée à la dérive au large de l'île de Bas, dans le Finistère, par un chalutier. À l'intérieur, les gendarmes découvrent avec stupéfaction un blouson et le chéquier du docteur Godard. La gendarmerie maritime pense d'abord à un naufrage accidentel et ouvre une enquête pour disparition inquiétante. 2 jours plus tard, le 7 septembre, toujours aucune trace des Godard à l'horizon. Ce jour-là, le véhicule de la famille, un combi Volkswagen blanc, est repéré sur un parking à Saint-Malo, laissé à l'abandon. L'intérieur du van est maculé de sang. Les enquêteurs s'aperçoivent que la moquette de la camionnette a été lavée. Les choses s'accélèrent alors très vite. Les gendarmes décident de se rendre au domicile familial pour procéder à une perquisition. Une nouvelle découverte les y attend. De larges traces de sang souillent le canapé du salon et le matelas de la chambre conjugale. Au fond de la cuvette des WC, du papier imbibé de paracétamol et de mébrobamate, un puissant psychotrope est retrouvé. En bas, sur la table de la salle à manger, les gendarmes avistent un mot, manifestement destiné à Fanny et à Léo, les 2 enfants de Marie-France, nés d'une première union. Et ce mot nous dit, nous partons quelques jours pour décompresser. On rentre dimanche après-midi. Bisous, signé Yves et maman. Les experts graphologues démontreront plus tard que l'écriture de ce mot ne correspond pas à la graphie de Marie-France Godard. Le 10 septembre, une information judiciaire est ouverte pour homicide volontaire à l'encontre du docteur Yves Godard. Le médecin est visé par un mandat d'arrêt international. Tout le monde attend désormais fébrilement le résultat des analyses de sang prélevées dans le combi et au sein du domicile des Godard. Le 16 septembre, les analyses sont formelles. Les traces de sang sont celles de Marie-France Godard. Ce même jour, des plaisanciers découvrent un gilet de sauvetage appartenant au voilier des Godard au large de Guernesey. Quelques jours plus tard, le 23 septembre, c'est cette fois le radeau de survie pneumatique du Nick qui est retrouvé à moitié dégonflé de l'autre côté de la Manche, sur la côte anglaise du Dorset. Impossible, estiment les experts maritimes. Jamais le naufrage d'un voilier n'aurait pu provoquer un tel éparpillement. Au cœur de l'hiver, le 16 janvier 2000, 4 mois après la disparition de la famille Godard, un sac de toile est remonté par le chalut d'un pêcheur au large de l'île de Bas. Il contient des affaires de plusieurs membres de la famille, des vêtements, le permis de conduire d'Yves et de Marie-France Godard, la carte grise des 2 véhicules du couple, des chéquiers et le contenu entier du sac à main de Marie-France Godard, des jumelles et même un marteau, un objet qui intéressera plus tard les enquêteurs. 5 mois plus tard, le 6 juin 2000, les marins-pêcheurs du navire l'Indomptable qui cingle dans la baie de Saint-Brieuc découvrent dans leur filet des restes humains. Plus précisément, ils retrouvent un petit crâne humain qui pourrait correspondre à celui d'un jeune enfant. Mais pour s'éviter de pénibles contraintes administratives, les pêcheurs rejettent l'ossement à la mer. Quelques heures plus tard, un nouveau crâne humain est attrapé dans leur filet. Des coquillages sont collés sur son sommet. Cette fois, les pêcheurs le conservent. L'identification génétique ne laisse aucune place au doute. L'ossement est celui de Camille, 6 ans au moment de sa disparition. Tout porte à croire que le premier reste rejeté à l'eau venait du corps de Marius, le benjamin de la famille. Cette découverte relance l'affaire. La thèse du naufrage au large de Saint-Brieuc est à nouveau envisagée par les enquêteurs. Un chasseur de mines de la Marine nationale, équipé d'un sonar, est dépêché sur place afin d'explorer les fonds marins. Sans résultat. Le dimanche 11 février 2001, une femme flâne sur la plage de la Chapelle située sur l'îlot principal de l'archipel des Hébrides. La promeneuse fait une découverte insolite. Elle ramasse la carte professionnelle du docteur Godard. 11 jours plus tard, le 22 février, la carte bancaire du médecin de Caen est découverte sur cette même plage par un habitant de Saint-Jacques. Idem en mai de la même année. En tout, entre février et juillet 2001, pas moins de 5 cartes appartenant au docteur Godard seront retrouvées dans les environs. Mais leur état est jugé incompatible avec un séjour en mer prolongé dans l'eau de mer, estiment les enquêteurs. Tout porte à croire que ces cartes ont été déposées sur la plage dans les premiers mois de l'année 2001. Pendant 5 ans, plus rien ne se passe. Ou presque. Tout le monde a plus ou moins accepté la disparition définitive des Godard.
La famille s'est volatilisée et aucune piste sérieuse n'émerge réellement, faute d'indices probants. La mort des enfants du couple est actée, mais personne ne sait ce qu'il est advenu du docteur Godard et de son épouse. Le 13 septembre 2006 apportera une réponse définitive et décisive quant au sort du docteur Godard. Ce jour-là, un bateau fileyeur de Roscoff se trouve au milieu de la Manche, à environ 75 km des côtes, lorsqu'il remonte des ossements dans ses filets. Le 11 octobre, ce fémur et ce tibia sont confiés à la gendarmerie, qui décide de les faire analyser par un laboratoire nantais. Les résultats tombent quelques jours avant Noël. Le fémur appartient à Yves Godard. La confirmation de la mort du docteur Godard éteint l'action publique à son encontre, mais l'affaire n'est pas résolue pour autant. Qu'est-il arrivé à Marie-France Godard, dont le corps n'a jamais été retrouvé? Dans quelles circonstances Yves Godard et ses 2 enfants sont-ils morts? Des témoins disent avoir vu la famille aux 4 coins du monde, en Écosse, en Irlande, à Miami, à Madère, en Crète et même en Afrique du Sud. Certains signalements, plus précis que d'autres, ont été pris au sérieux, mais n'ont abouti à aucune découverte intéressante pour l'enquête. Plusieurs équipements du voilier des Godard ont été repêchés, mais le bateau lui-même reste introuvable. Comment un voilier de près de 9 mètres de longueur peut-il disparaître au large d'un littoral particulièrement surveillé et fréquenté? Plus de 25 ans après, le mystère reste insondable. Que s'est-il vraiment passé entre ces 4 jours fatidiques de septembre 1999 ? Si l'hypothèse du naufrage, jugée peu crédible par les enquêteurs, est désormais refermée, d'autres pistes restent ouvertes. Mais aucune n'est pleinement satisfaisante. Yves Godard a-t-il maquillé l'assassinat de sa famille en mort accidentelle? A-t-il commis un suicide altruiste afin d'épargner à sa famille la honte d'une banqueroute imminente? La famille Godard a-t-elle été assassinée pour un motif crapuleux, sur fond de règlement de compte? Enfin, dernière question, qui a délibérément déposé les cartes du docteur Godard sur les plages de l'archipel des Ébillans et pourquoi? Une chose est sûre, l'affaire n'a pas livré tous ses secrets. Et il se pourrait bien que la vérité sur la disparition des Godard ait sombré en même temps que le voilier Sun Odyssey. Merci Victor Lefebvre. Écoutez, dans un instant, nous allons reparler de l'affaire Godard avec une question en tête, surtout vous les avez évoquées. Est-ce que toutes les pistes ont été véritablement explorées par les enquêteurs? Et surtout, pourquoi cette disparition continue d'intriguer 25 ans plus tard? Pour en parler, nous joindrons Maître Jean de Mézerac, l'avocat de la famille de Marie-France Godard. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Jean-Marie Bordry, Victor Lefebvre. De retour sur Sud Radio, nous nous penchons ce samedi sur l'affaire Godard, du nom de cette famille disparue en septembre 1999, il y a 25 ans. Le couple, les 2 enfants âgés de 4 et 6 ans, disparus dans des circonstances obscures. 25 ans plus tard, cette affaire n'est toujours pas élucidée. Le mystère reste entier. Alors pour en parler, nous sommes toujours avec Victor Lefebvre, journaliste. Bonjour Jean-Marie. Avec Adrien Pelletier, spécialiste de la veille média, qui nous rejoindra dans un instant. Et nous a rejoint en ligne sur Sud Radio notre premier invité, Maître Jean de Mézerac. Bonjour à vous. Bonjour monsieur, messieurs. Soyez le bienvenu, maître, sur Sud Radio. Vous êtes l'avocat de la famille de Marie-France Godard. Et la première question qu'on a envie de vous poser, qu'on est obligé de vous poser, bien que nous ne soyons pas les premiers à le faire, quelle est la thèse que vous privilégiez aujourd'hui, 25 ans plus tard, pour expliquer la disparition de la famille Godard? Écoutez, d'abord, cette thèse n'engage que moi-même, puisque je représentais à l'époque plusieurs membres de la famille, de sorte que je ne connais pas aujourd'hui la position actualisée de chacun d'entre eux. A priori, et je le partageais in fine de nos réflexions et investigations avec le magistrat instructeur, le dernier, puisque au moins 3 magistrats instructeurs se sont succédés sur ce dossier, qu'il s'agissait peut-être le plus vraisemblablement d'un naufrage simulé, d'un suicide collectif simulé en naufrage par le docteur Godard, qui pétait les plombs, comme on dit, vulgairement, vraisemblablement pour faire croire dans des conditions matérielles, faisant croire par protection des membres des familles respectives des 2 côtés, à la survenance d'un naufrage, d'un accident. Je pense que
la thèse la plus crédible est celle-ci. La plus plausible, en tout cas, à ce stade. Alors, 25 ans plus tard, on est obligé de faire un lien, bien que très lointain, avec une autre affaire qui aussi laisse d'énormes doutes à ce stade et reste un mystère. C'est l'affaire du pont de Ligonnès, ou même, tiens, l'affaire Jean-Claude Roman. On est face à un homme acculé, proche de la banqueroute, prêt à tous les mensonges pour sauver sa peau. Les tensions étaient fortes au sein du couple Godard, manifestement. Le docteur Yves Godard a-t-il pu commettre ce qu'on appelle, même si je déteste ce terme, un suicide altruiste, emporter avec lui toute sa famille dans sa faim pour lui épargner la honte? Alors, le terme, effectivement, suicide altruiste est peut-être adapté. Il n'en demeure pas moins que ça reste une démarche criminelle. Exactement. La comparaison avec une affaire comme Dupont de Ligonnès est peut-être quelque peu audacieuse pour plusieurs raisons. D'une part, dans Dupont de Ligonnès, on a des certitudes sur le déroulement criminel des événements et sur la commission du crime par Dupont de Ligonnès. Et on a retrouvé tous les corps. Voilà, ce qui n'est pas le cas du tout dans l'affaire Godard, puisqu'on n'a aucun renseignement sur les circonstances de la mort de la seule personne que nous avons retrouvée d'ailleurs, qui est le crâne de la petite Camille. Et secondement, il a été un peu affirmé de manière hâtive qu'il était aux abois financièrement, ce qui n'est à mon sens absolument pas le cas. Puisque s'il y avait des tensions, il y avait des procédures de recouvrement de divers créanciers, d'organismes sociaux, parce qu'il était un petit peu en guerre contre ceux-ci, il n'en demeure pas moins qu'il avait également des placements défiscalisants de type, je crois que c'était la loi de Robien à l'époque. Il pouvait encore voir venir ce que vous nous dites. Voilà, ce qui n'est pas la démarche de quelqu'un qui est totalement en banqueroute et aux abois, d'autant plus que son cabinet médical marchait très très bien. Donc comment on peut expliquer une telle descente aux enfers? Je pense qu'il y a peut-être une conjonction de phénomènes d'un homme qui perd pied sur divers critères, peut-être conjugaux, peut-être également financiers, mais pas aux abois financiers. Victor Lefebvre. Il y a un élément qui est particulièrement troublant, maître de Mezrac, c'est comment est-ce qu'on explique que le bateau loué par le docteur Godard n'ait jamais été retrouvé? Est-ce que, d'ailleurs, sa découverte pourrait permettre peut-être de relancer ce mystère? Alors là, vous posez effectivement la question, alors, qui demeure d'actualité, celle-ci. Pour moi, il y a dans cette affaire 3 éléments extrêmement troublants qui demeurent sujet de nombreuses interrogations. Le premier, c'est celui que vous venez de citer, c'est que nous n'avons jamais retrouvé quelconque élément de structure du bateau, le Nick, alors même que nous sommes dans la mer de la Manche, une des plus draguées au monde, de passages, de pêcheurs, de chalutiers, etc. Donc ça, c'est une première curiosité. Nous n'avons trouvé que des éléments d'équipement éparses dans les conditions que vous connaissez, mais jamais d'éléments de structure. Le deuxième élément qui demeure extrêmement mystérieux, c'est le corbeau qui n'a jamais été identifié, puisqu'il a quand même distrait les enquêteurs dès le début des investigations qui sont partis se promener à Man, à l'île Lewis et autres. Et 2 possibilités, soit ce corbeau, on dit que c'était une écriture féminine, soit ce corbeau fait partie des excités qui arrivent comme des mouches sur toutes les affaires criminelles. Mais il n'a jamais été identifié, ce corbeau n'a jamais été. Ouais. Et c'est quelle est l'autre possibilité? Il y a eu énormément de gens qui sont passés au contrôle ADN, puisque sous le timbre, il y avait, je parle de mémoire, un ADN. Donc, soit c'est une personne qui connaissait quelque chose et qui s'est gardée de manière tout à fait choquante de le signaler, comme encore à ce jour, soit c'était une personne fragile psychiatriquement qui arrive comme une mouche sur un sujet médiatique. Voilà. Et puis enfin, vous avez un 3e élément extrêmement troublant qui demeure aujourd'hui très interrogatif, c'est la survenance de la découverte des cartes professionnelles du docteur Godard sur l'île des Ébiens. C'est arrivé à plusieurs reprises, il y a 4 cartes qui ont été retrouvées dans des conditions qui excluent une arrivée par les flots naturels du mouvement de la mer et qui impliquent nécessairement une action de la main de l'homme. Et ça implique quelle hypothèse dans ce cas-là? Alors, de quelqu'un qui aurait trouvé des affaires du docteur Godard et qui se serait jusqu'alors tu
et qui n'aurait pas communiqué des informations pourtant capitales afférentes à cette découverte des cartes professionnelles vis-à-vis des enquêteurs. Alors, il y a une autre thèse possible qui a été développée, c'est que la gendarmerie maritime a procédé à beaucoup de contrôles, beaucoup d'investigations, et à l'occasion des dits contrôles, certains marins-pêcheurs se sont retrouvés dans des zones de pêche interdites, et ça pourrait être une petite vengeance. On a retrouvé quelques éléments et puis on les dissémine pour provoquer un peu les enquêteurs de gendarmerie maritime. Ça a été l'une des thèses d'un magistrat instructeur. Ce serait pas la première erreur de pêcheurs dans cette histoire, puisque si mes souvenirs sont exacts, un premier crâne avait été retrouvé par des pêcheurs et rejeté à la mer pour éviter des tracas administratifs, maître. Alors, vos souvenirs sont exacts, mais il n'y a pas de certitude sur le sujet. L'équipe des pêcheurs du bateau qui a récupéré le crâne de la petite Camille a signalé que quelques minutes auparavant, l'un des pêcheurs avait jeté du filet comme une coquille de crabe, mais qu'il avait eu un doute. Est-ce que ça n'était pas, il avait rapidement manipulé cet objet, est-ce qu'il avait un doute rétrospectivement, est-ce que c'était pas le crâne du petit garçon? Oui, c'était pas si évident que ça. Voilà, c'était pas du tout si évident que ça. C'est important de rétablir les faits aussi pour ces pauvres pêcheurs. Alors Victor Lefebvre, je me tourne vers vous parce que en septembre 2012, soit 13 ans après les faits, la justice s'est prononcée sur cette affaire. Le verdict, quel a-t-il été? Oui, le 14 septembre 2012, le juge d'instruction de Saint-Malo a rendu une ordonnance de non-lieu. Le parquet estime, je cite, que la seule hypothèse que l'on peut exclure est que la disparition de la famille s'explique par un simple accident de mer. Donc la thèse du naufrage est rejetée, et le procureur de la République de Saint-Malo a ajouté, mais que même si c'est la piste la plus probable, on ne peut affirmer formellement qu'Yves Godard est l'auteur de cet homicide. Et je précise que l'enquête, qui est longue de 13 années, est hors norme. Plus de 400 personnes auditionnées, 500 scellés, près de 60 expertises, plusieurs dragueurs de mines de l'armée mobilisés, on l'a dit, pour explorer les fonds marins, une vingtaine de missions d'enquête à l'étranger, en Écosse, en Irlande, à Madère, et le dossier entier tient en plus de 40 tomes. Et en décembre 2015, le tribunal de Caen a rendu un jugement de déclaration d'absence pour Marie-France Godard et son fils Marius, qui équivaut à des actes de décès et qui permet donc d'ouvrir la succession aux ayants droit. Oui, c'est effectivement terrible aussi pour la famille. Alors, maître de Mézrac, ce sera ma dernière question. Est-ce que pour vous, l'affaire est définitivement classée? En cas de découverte de nouveaux éléments probants, est-ce qu'elle pourrait être rouverte? Alors, l'ordonnance de non-lieu, comme l'a rappelé votre collègue, date de 2012. Et à l'époque, la prescription en matière criminelle était de 10 ans. Sauf que depuis lors, nous avons une réforme qui l'a portée à 20 ans. Et cette réforme de procédure pénale est d'application immédiate. De sorte que l'affaire pourrait être réouverte par survenance d'un élément nouveau, mais vraiment significatif, jusqu'en 2032 désormais. Alors, comme élément significatif, j'entends par exemple le corbeau qui se manifesterait pour dire des choses importantes, ou encore la découverte d'un élément de structure du bateau. Oui, ou d'un corps. Ou à nouveau d'un corps. Effectivement, ce qui paraît effectivement logique. Merci beaucoup, maître. Mais je voulais avant tout aussi profiter de l'antenne pour vous dire un mot sur les membres de la famille que j'ai assistés pendant tant d'années, parce que on voit, nous, aujourd'hui, le prisme médiatique un peu sensationnel de cette affaire. Mais moi, j'ai assisté des gens qui ont véritablement vécu un drame familial absolument considérable. Et il faut bien réaliser que pendant des années de soubresauts d'annonces de faux espoirs dans les médias, de faux espoirs, vous aviez des parents qui sont depuis lors décédés, mais qui avaient perdu leur fille, des enfants qui avaient perdu leur maman, qui étaient de jeunes adolescents à l'époque, et des frères et sœurs qui avaient perdu leur sœur. Donc c'est avant tout cette affaire... l'immensité d'un drame humain et familial. Oui, à chaque fois, et c'est vrai que c'est très important de s'en souvenir et de ne pas en parler si froidement, parce que c'est une histoire terrible. Restez avec nous, maître. On va vous retrouver dans quelques instants sur Sud Radio pour évoquer avec vous l'affaire Godard en compagnie de nos invités. On va répondre aussi à cette question: quelles sont les zones d'ombre de la mystérieuse disparition? Et on sera avec notamment le grand reporter Éric Lemasson, qui est auteur de ce livre enquête, l'assassinat du docteur Godard, publié aux éditions Les Arènes. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Jean-Marie Bordry, Victor Lefebvre. L'affaire dans l'affaire sur Sud Radio, consacrée ce matin à l'affaire Godard. Du nom de cette famille disparue dans des conditions non élucidées. En septembre 1999, voilà maintenant 25 ans. Alors pour en parler avec nous, toujours Victor Lefebvre, journaliste, Adrien Pelletier, spécialiste de la veille média, Maître Jean de Mézerac, l'avocat de la famille de Marie-France Godard. Adrien Pelletier, j'ai une question pour vous. Pour commencer, bonjour à vous d'abord. Comment les médias ont traité cette affaire à l'époque? Maître de Mézerac nous le rappelait, les familles des disparus, puisqu'il faut bien les appeler ainsi, ont vécu au soubresaut, au rythme des annonces déchirantes et parfois sensationnalistes de nos confrères. Est-ce que cette disparition inquiétante a intrigué l'opinion publique, comme ce sera le cas des années plus tard avec l'affaire Dupont de Ligonnès? Alors, c'est évidemment une affaire qui a passionné les Français à l'époque, en 99. Fasciné en tout cas. Fasciné en tout cas. Il y a eu un effet feuilleton, donc on peut dire que ça les a quand même tenu en haleine. Elle a débuté assez classiquement en fait par une dépêche AFP, comme c'est souvent le cas. Une dépêche AFP donc diffusée le 10 septembre 1999, intitulée « Enquête après la disparition d'une famille en mer sur un voilier », suivie d'une deuxième le lendemain. Le mystère s'épaissit après la disparition en mer d'une famille, d'un article du Figaro, le voilier fantôme, et en fait la machine s'emballe et il y a un effet feuilleton, un effet rebondissement avec des épisodes, la découverte de certains ossements, les effets personnels qui sont retrouvés sur une plage, jusqu'au jour où l'affaire finalement s'enlise et où le feuilleton devient... dès lors qu'on découvre des ossements appartenant au docteur Godard, devient un peu moins intéressant puisque le principal suspect est avéré mort. Et il se trouve que les réseaux sociaux n'avaient pas encore fait leur apparition à l'époque et que la caisse de résonance dont a bénéficié l'affaire aurait été largement amplifiée et avec peut-être une profusion de théories. Encore plus qu'aujourd'hui. Il y en a probablement eu, mais ouais. C'est juste qu'elle n'était pas couchée par écrit comme elle le serait aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Après, mais dans une moindre mesure. Absolument. Et j'imagine, Maître, et vous le disiez il y a quelques instants sur Sud Radio, on en parle froidement avec recul 25 ans plus tard. Ça a dû être insoutenable pour cette famille des disparus, ces familles des disparus, de voir justement l'opinion publique se passionner pour leur drame en quelque sorte. Vous avez tout à fait raison, c'était extrêmement difficile psychologiquement pour eux, d'autant plus que parfois certaines annonces étaient émises par le procureur de la République de Saint-Malo, sans même que j'en sois moi-même avisé préalablement, même quelques minutes avant, ce qui m'aurait permis de préparer à titre d'interface mes clients sur la nouvelle révélation de tel ou tel événement. Donc, vous êtes en train de dire, par exemple, que la redécouverte du corps de la petite fille, ils ont pu, par exemple, la famille a pu l'apprendre par les médias? Exactement. C'est pire que tout. Il y a eu certains événements comme cela, assez scandaleux, et mes clients, je me souviens, sont encore récemment d'ailleurs choqués. Sur le moindre accident d'autocar, on a une cellule psychologique pour les victimes ou l'entourage. Eh bien, eux n'ont jamais bénéficié de la moindre cellule, ni même de la moindre attention quelconque vis-à-vis des événements qui étaient ainsi révélés par les médias. Alors ensuite, il y a eu plusieurs magistrats instructeurs qui se sont succédés, dont certains avaient réalisé que cette situation était intolérable pour la famille et prenaient des égards. Et j'avais d'excellentes relations à la fin avec les magistrats instructeurs. Alors, j'ai une autre question qui est importante. On a peu de doute aujourd'hui, malheureusement. Mais est-ce que la famille de Marie-France Godard avait encore un espoir de la retrouver vivante? On n'a jamais retrouvé son corps. Écoutez, il y avait toujours eu un espoir jusqu'à la découverte du crâne de la petite Camille. Parce qu'il était absolument certain, établi, constant, non discuté par quiconque, que le docteur Godard était très attaché à ses enfants. Dès lors, il n'était plus envisageable, en présence de la mort certaine de la petite Camille, qu'il poursuive une vadrouille en quelque lieu que ce soit, avec Madame Godard encore vivante ou avec le petit Marius. Enfin, la mort de l'un des membres du clan familial a fait perdre très rapidement tout espoir sur la possibilité d'une survivance de Marie-France. Et donc vous nous expliquez aujourd'hui que cet espoir, la famille de Marie-France Godard l'a perdu en regardant la télévision ou en écoutant la radio, puisqu'on ne l'a pas prévenu que ce corps avait été retrouvé avant d'en parler aux médias. C'est quand même terrible. Adrien Pelletier, je me tourne vers vous à nouveau. L'affaire Godard, est-ce qu'elle est aujourd'hui toujours dans les conversations du grand public? Est-ce qu'elle est toujours perçue? Est-ce qu'elle revient parfois dans les conversations?
malgré la notoriété qu'elle a eue à l'époque, jusqu'au milieu des années 2000 en fait, et la fin des révélations, son empreinte globale est assez limitée, puisque encore une fois, elle n'a pas bénéficié de l'amplification des médias en ligne, que c'est les agences de presse en particulier qui avaient le monopole des révélations. Et donc en 25 ans, elle a fait l'objet d'à peu près d'un peu moins de 5000 citations médias, 6 fois moins que l'affaire Lina en un an, qui a bénéficié donc de tout ce traitement médiatique, 8 fois moins que l'affaire Jules Biard qui a été traitée récemment également, et où on voit qu'en fait un mystère demeure. Si on prend la fameuse affaire du pont de Ligonnès, on n'a jamais retrouvé le père. Là, on sait que encore une fois, le meurtrier présumé est mort. Ça entérine quand même la fin de quelque chose. C'est ce mystère-là qui... Voilà. Mais en revanche, elle est prétexte à revenir souvent dans des dossiers, notamment des dossiers d'été. On se rappelle du dossier Society de l'affaire du pont Ligonnès. Le Point, l'été d'après, avait essayé de surfer sur cette vague avec un dossier sur l'affaire Godard intitulé « Encore plus troublante que l'affaire du pont Ligonnès ». Donc il y a cet effet un peu miroir qui bénéficie encore à l'affaire malgré tout. En tout cas, sa médiatisation. Alors Victor Lefebvre, j'aimerais qu'on s'arrête sur une piste assez peu évoquée, qui n'a jamais été véritablement prise en compte manifestement par les enquêteurs. Cette piste, c'est celle de l'élimination de la famille Godard par un réseau mafieux criminel. Est-ce qu'elle est plausible d'abord, rien que ça ? Alors, en tout cas, c'est la théorie qui est défendue par le journaliste Éric Lemasson, et il dit qu'il a énormément d'éléments concrets qui permettent d'étayer cette hypothèse, cette théorie. Nous l'aurons d'ailleurs en ligne tout à l'heure. Et donc, il faut savoir, pour comprendre cette hypothèse, que Yves Godard était un membre très actif de la Confédération de défense des commerçants et des artisans, donc la CDCA, qui est un syndicat patronal aujourd'hui disparu, qui contestait le monopole des caisses obligatoires pour les indépendants, qui travaillaient donc sur le sol français. C'est un peu un ancêtre un peu des Gilets jaunes, un syndicat assez poujadiste, et Yves Godard avait de lourds contentieux devant l'URSSAF notamment, des cotisations impayées. En 98 et 99, il est condamné par le tribunal de Caen à verser des indemnités importantes, jusqu'à plus de 80 000 euros. Et en 2012, il y a un témoignage assez troublant qui vient donner du crédit à cette théorie. Il vient du Brésil, ce témoignage, et il évoque la piste du meurtre commandité par un tueur à gages. C'est un témoignage donc d'un ancien garde du corps réfugié au Brésil, et il est pris au sérieux par les enquêteurs, puisque cet homme, qui s'appelle Alexandre L, est entendu à 2 reprises, en 2004 et en 2010, par la police judiciaire de Montpellier, dans le cadre de l'assassinat non pas de la famille Godard, mais de Christian Pousset, qui est le puissant président de la CDCA à l'époque, qui a été tué donc par 2 tueurs cagoulés en Camargue en janvier 2001, donc seulement quelques mois après la disparition des Godard. Et hors procédure, lorsqu'il est entendu, lorsqu'il est auditionné par les enquêteurs, cet homme, donc Alexandre L, confie que son organisation s'était, je cite, occupée de Pousset, mais aussi d'un médecin et de ses 2 enfants. Il refuse toutefois malheureusement de confirmer ce témoignage sur procès verbal. Et donc une hypothèse possible serait que Yves Godard ait voulu profiter de sa sortie en mer avec ses enfants pour récupérer les fonds qu'il avait placés dans les comptes offshore situés sur l'île britannique de Man et sur les îles anglo-normandes avant d'être assassiné avec ses enfants par des tueurs à gages. Toutefois, les enquêteurs ont été dans l'impossibilité de faire un lien entre ces 2 affaires. Raison pour laquelle, pour l'instant, ça ne reste qu'une hypothèse parmi d'autres. Maître de Mezrac, quel crédit vous prêtez à cette hypothèse ? Est-ce qu'il y a des éléments d'abord qui permettent de l'accréditer, ou est-ce qu'il s'agit au contraire pour vous d'une théorie fantaisiste peu vraisemblable ? Alors, je conclus que c'est effectivement une théorie fantaisiste et absolument pas vraisemblable pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a eu, dès le début, des rapprochements sérieux faits avec le dossier CDCA et l'affaire Pousset. Donc, il y a eu, dans le cadre de l'affaire Godard, énormément d'auditions de participants de ce syndicat. Il y avait également un précédent syndicat qui s'appelait SOS Santé. Donc, ce rapprochement, il avait été fait. En revanche, il avait exclu tout lien de causalité quelconque entre l'événement Godard et l'événement Pousset, ou encore les événements autour du CDCA. Lorsque le livre de M. Lemasson, que je connais, avec qui j'en ai débattu fort courtoisement d'ailleurs, et il sait très bien que je ne partage absolument pas son point de vue, lorsque son livre est sorti, l'enquête, l'instruction n'était pas clôturée, de sorte que j'ai sollicité auprès du magistrat instructeur des investigations complémentaires pour vérifier ce qui était énoncé par le journaliste M. Lemasson. Et il y a eu une commission rogatoire complémentaire émise par le magistrat, de sorte que les enquêteurs de la gendarmerie de Rennes se sont rendus à nouveau à Montpellier, comme ils l'avaient fait plusieurs années auparavant, pour auditionner le policier du SRPJ de Marseille, de Montpellier, de mémoire,
qui, selon Monsieur Lemasson, avait recueilli cette audition d'un témoin brésilien. Or, cette audition de ce policier a conduit à infirmer totalement la réalité de telles déclarations d'un Brésilien sur l'affaire Pousset, etc. Par voie de conséquence, cette perspective a été définitivement écartée. Je sais que M. Lemasson va vous la maintenir. Quant à moi, je n'y crois absolument pas et elle a été clairement rejetée par l'ensemble des participants à l'enquête. Eh bien, il fallait que ce fût dit aussi. Merci beaucoup, Maître de Mezrac. En tout cas, et restez avec nous sur Sud Radio. On va se retrouver dans quelques instants dans l'affaire pour évoquer les mystères de cette affaire Godard, évoquer aussi les dernières hypothèses crédibles dans le dossier qui est tentaculaire à ce stade. Et on sera justement avec l'homme dont on parlait à l'instant, Éric Lemasson, le grand reporter et auteur de ce livre Enquête, l'assassinat du docteur Godard. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Jean-Marie Bordry, Victor Lefebvre. De retour dans l'affaire, une émission en partenariat avec la revue Affaires criminelles. C'est la revue du youtubeur Max Guys, youtubeur aux 2 millions d'abonnés. Nous sommes en ligne avec le journaliste Éric Lemasson, auteur de ce livre Enquête, l'assassinat du docteur Godard, paru en 2011, réédité en 2016 aux éditions Les Arènes. Bonjour Éric Lemasson. Bonjour. Et merci de nous avoir rejoints. Justement, on en parlait avec nos invités auparavant, et notamment Maître de Mezrac. Les thèses qui restent, les hypothèses toujours soulevées à ce stade. Et la première question que j'ai envie de vous poser, Monsieur Lemasson, d'abord, c'est est-ce que vous croyez toujours en ce scénario d'un règlement de compte dont la famille Godard a été victime? Si vous permettez, c'est pas aussi simple que la formulation que vous venez de prendre. C'est pour ça que je vous laisse prendre toutes les pincettes possibles et toutes les nuances possibles pour pas qu'on vous prête des propos que vous ne tiendriez pas. Voilà. Il y a, c'est une affaire hors norme, le terme est galvaudé, mais il n'y a pas besoin, en plus, d'aller chercher d'autres choses pour déjà se rendre compte que cette énigme était fabuleuse, ne serait-ce que le fait qu'on n'ait jamais retrouvé le corps de Madame Marie-France Godard, le fait qu'il y ait ces indices en mer un peu incohérents, le fait qu'on retrouve sur la plage des Ébiens, je ne sais pas si vous l'avez vraiment évoqué, mais à chaque fois une petite main qui pendant des années vient semer comme ça des indices de façon régulière, comme pour mener les enquêteurs sur une bonne direction. Et puis il y a aussi cette chose que je révèle dans mon livre, des enquêteurs français, les gendarmes au nord de l'Écosse qui peuvent plus enquêter alors qu'ils pensent être à 2 doigts de pouvoir intercepter le docteur Yves Godard, mais sont consignés dans leur hôtel à la suite d'un problème de procédure internationale. Donc cette affaire, elle est absolument incroyable. Elle n'a pas besoin d'autre chose en effet. Mais ce qu'on peut dire quand même, c'est que alors votre émission, c'est l'affaire dans l'affaire, ça tombe bien parce qu'on peut dire qu'il y a à côté de cette affaire, ce drame familial, je partage totalement évidemment, et Maître de Mezrac connaît parfaitement ce dossier, il y a eu un drame familial, c'est une certitude. Simplement, on peut imaginer aussi, et pas simplement imaginer, parce que moi je suis pas plus malin que tout le monde, et si je nourris ce livre de quelques révélations à l'époque, c'est parce que j'ai accès aux meilleures sources, comme on dit, proches de l'enquête, et les enquêteurs eux-mêmes ont découvert assez tardivement, en tout cas repris cette piste assez tardivement, que le docteur Godard était affilié à un syndicat. Ça porte le nom de syndicat, mais en fait, c'est une organisation professionnelle qui s'appelle le CDCA, qu'on peut qualifier de néo-poujadiste ou poujadiste. Ça défend les petits commerçants, les artisans et les professions libérales, y compris les médecins, contre l'État, contre les taxes, contre les charges, etc. Et on découvre à ce moment-là, dans l'enquête sur le docteur Godard, qu'il a fait partie de façon très active en Normandie de ce CDCA, qu'il en était le trésorier et le gardien des fichiers, etc., qu'il a depuis des années organisé sa propre insolvabilité, comme on dit, pour emmener tout son argent et toutes ses économies à l'étranger, placées dans des paradis fiscaux à l'abri et gardés par une nébuleuse autour de ce syndicat poujadiste, le CDCA. Et puis au moment où il a voulu le récupérer, il n'y avait plus un sou en caisse. Et dans le dossier judiciaire, il y a quand même un événement absolument incroyable. C'est lorsque les enquêteurs de Rennes sur l'affaire Godard
se rendent à Montpellier et à Baillargues plus précisément pour interroger le leader de ce syndicat qui lui-même se fera assassiner un peu plus tard, eh bien là, à ce moment-là, ils ont la surprise de découvrir que la partenaire en affaires, une personne un peu, disons, sujette à caution, une Portugaise qui est installée à Madère, va venir apporter aux enquêteurs bretons la preuve l'existence d'un compte du docteur Godard hébergé par ce syndicat à Madère. Et cette venue d'ailleurs des enquêteurs bretons va provoquer une guerre interne à l'intérieur de ce syndicat qui probablement pourra mener ensuite à des règlements de compte sanglants à l'intérieur de ce syndicat. Et moi, l'hypothèse dont vous parliez, elle sort pas du chapeau. Il y a des années d'enquête, il y a des gens qui ont passé 10 ans là-dessus, qui n'ont pas pu aller jusqu'à son terme sur cette piste-là, mais qui sont persuadés eux-mêmes, à l'intérieur de l'enquête. Je peux pas citer de nom comme ça, mais à l'intérieur de la justice, des moyens de services de police ou de gendarmerie, qu'on peut très bien évidemment avoir une première partie de l'énigme Godard qui est liée à un simple drame familial, et puis une affaire dans l'affaire, c'est le cas de le dire, ou bien quelque chose qui est plus nébuleux, qui peut pas être absolument prouvé, sinon ça se saurait, que le docteur Godard, au moment où il est parti et qu'il a éliminé sa femme plus ou moins volontairement, ça on peut pas le savoir, eh bien au moment où il a voulu récupérer son argent, eh bien c'était plus possible. Et là, on peut en déduire qu'il a été assassiné par cette nébuleuse autour de ce syndicat, parce qu'il y a eu des gens qui ont parlé, il y a des témoignages troublants, il y a eu des assassinats dans ce syndicat, et il est tout à fait envisagé par les enquêteurs à l'époque que Godard, après avoir fait ce qu'il a fait en Normandie, puisse de nouveau, lui, être victime, en quelque sorte, de cette nébuleuse un peu mafieuse. Et justement, est-ce que le fait que l'enquête sur l'assassinat de Christian Pousset, donc qui a eu lieu en janvier 2001, donc quelques mois après la disparition des Godard, on sait qu'elle a été récemment relancée, cette enquête, est-ce que ça pourrait, en même temps, relancer une éventuelle enquête sur la disparition de la famille Godard ? Je ne crois pas, hélas, mais juste en 2 mots, il se trouve que mon livre a donné lieu très tardivement à une adaptation en série documentaire que j'ai menée, parce que c'est mon métier premier de réaliser des documentaires, il y a 1 an. Et là, j'apportais des nouveaux témoignages et des nouveaux éléments sur l'affaire Pousset, sur l'assassinat de Christian Pousset. Et mon travail a provoqué, ce qui est assez rarissime, la réouverture de l'enquête, alors qu'il y avait eu un non-lieu, sur l'assassinat de Christian Pousset. De là à ce que ça provoque la réouverture de l'enquête Godard, malheureusement, je ne le crois pas, je ne le pense pas, parce qu'il n'y a aucun élément nouveau qui aille dans ce sens. Et j'ai bien peur que on en reste là, à moins que ce fameux Corbeau, celui qui avait envoyé des lettres, ou bien celui qui déposait des cartes s'il est encore en vie, puisse un jour ou l'autre passer aux aveux. Passer aux aveux ou donner des éléments nouveaux. Qui peut-il être, justement, cet homme qui, après la disparition de la famille, sur la plage de l'archipel des Ébillens, sème des cartes qui appartiennent au docteur Godard? Dans quel intérêt? Cet homme ou cette femme, on ne le sait pas. Moi, j'ai ma petite idée sur la question, mais voilà, je pense que c'est un homme, en effet. L'intérêt, c'est qu'à chaque fois, par exemple, la dernière carte qui a été donnée 7 ou 9 ans plus tard, j'ai plus les années... mais c'était parce qu'il y avait une émission de télévision dans laquelle le procureur de la République annonçait écoutez, on va bientôt faire un non-lieu, on va bientôt finir l'enquête parce qu'on ne trouvera jamais, etc. Et bing, le lendemain, on remettre une couche. Une pièce dans la machine. L'intérêt, c'était de conduire les enquêteurs à ne jamais cesser leurs investigations. Et surtout, ces cartes avaient un point en commun, pour la plupart, c'est qu'elles mettaient toutes dans la même direction financière, et notamment la sphère autour de ce syndicat Poujadis dont je viens de parler, le CDCA. Et c'est ça qui est troublant, encore une fois. C'est que la personne qui voulait aider, mais de façon anonyme, ces enquêteurs, les conduisait toujours dans la même direction. Dernière question, Victor Lefebvre. Oui, j'ai deux petites questions qui sont quand même importantes. D'abord, la question du voilier. Est-ce que vous pensez que son naufrage a pu être justement mis en scène afin de faire croire à la thèse de l'accident en mer? Et par ailleurs, une question fondamentale, dans l'idée que ce serait un assassinat criminel, qu'est-il advenu du corps de Marie-France Godard? Est-ce qu'elle a été tuée avant le départ en mer de Yves Godard et de ses 2 enfants? Voilà, c'est des questions qui restent en suspens. Alors, sur le voilier, il est évident que c'est un naufrage organisé, quelle que soit la cause de cette organisation, c'est-à-dire que les indices ont été semés à différents endroits, différents moments, pour faire croire
à un naufrage? Est-ce qu'on veut faire croire à un suicide? Alors on va dire la thèse que privilégie la famille de Marie-France Godard via Maître Jean de Mézerac, c'est que finalement Godard tue tout le monde mais veut faire croire à un naufrage. Voilà, bon. L'autre possibilité, c'est qu'éventuellement, on fasse croire à un naufrage alors qu'en fait, il s'est enfui. Le bateau, on ne l'a jamais retrouvé. On n'a jamais retrouvé le bateau, ce qui est très troublant. Pour répondre à votre deuxième question, il est plus probable que Marie-France soit morte dans la maison à Tilly-sur-Seulles et que son corps était et qu'elle était tuée très probablement, même si faut rester prudent, mais par son mari, le docteur Godard, suite à une dispute, par exemple. Mais qu'en revanche, par la suite, que s'est-il passé une fois qu'il est parti avec ses 2 enfants en mer? C'est là où on n'a aucune preuve de rien, mais où j'apporte des éléments qui sont un élément de réflexion troublante sur ce qui a pu advenir à Godard, parce que une multitude de faisceaux d'indices, comme disent les enquêteurs, conduisait dans une autre direction que le simple suicide altruiste, comme on peut l'expliquer. Et c'est pourquoi le doute subsistera encore longtemps tant qu'on ne retrouvera pas d'autres éléments. Je rappelle la référence de votre ouvrage, Éric Lemasson, L'assassinat du docteur Godard, enquête, publié aux éditions Les Arènes et réédité. Merci beaucoup d'être intervenu aujourd'hui sur Sud Radio. Merci à vous, au revoir. Et à une prochaine fois sur Sud Radio. Merci à nos invités également, à Victor Lefebvre notamment et à Adrien Pelletier qui nous a apporté son aide pour la préparation de l'émission. Restez avec nous sur Sud Radio. On retrouvera Stéphane Simon la semaine prochaine, samedi prochain, pour une nouvelle affaire dans l'affaire. D'ici là, je vous laisse en compagnie d'Alain Marty pour Invino, juste après les informations.